Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mars 2026 et nos chers amis, le colonel Wilkerson et Larry Johnson, sont avec nous. Bon retour parmi nous, colonel Larry. Reçu. C'est moi qui suis habillé comme un directeur de funérailles aujourd'hui, d'accord? Je me suis posé la question. On dirait même que tu t'es bien coiffé. Ouais, je suis au Canada, donc je suis loin de la station d'origine. Tu dis que tu es à Calgary ou quelque chose comme ça. Ouais, Calgary, ouais. D'accord. Neigeux au froid, oh là là. Imagine un peu de la Floride au Canada. C'est un changement de climat radical, de Trump à Bernie. Les gens sont incroyablement gentils, cela dit. J'allais au rodéo là-bas quand j'étais plus jeune, mec. C'était vraiment amusant. Il suffisait de traverser la frontière à pied, puis de revenir. Commençons par la situation actuelle de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Car il semble qu'à présent la guerre ne soit plus vraiment entre l'Iran et Israël. Israël est trop occupé avec le Hezbollah. Ils ne combattent plus directement l'Iran. Et parlons de ce que le général Keane a dit sur Fox News et de son évaluation de la situation actuelle. Vous savez, Donald Trump a d'abord lancé un ultimatum de 48 heures, puis il a dit que cela allait durer 5 jours. En ce moment, un peu plus de 10 jours après le début, voici ce qu'a dit le général Keane. Un peu moins de 3 semaines supplémentaires, selon nos commandants, pour achever cette opération. Il a fallu un peu plus de 3 semaines pour en arriver là où nous en sommes. Donc on voit bien qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, concrètement, nous allons atteindre tous les objectifs assignés par le président Trump au commandant du CENTCOM. Et en parlant avec les FDI, ils ont pleinement l'intention d'accomplir tous les objectifs que le premier ministre Netanyahou leur a fixés. Le calendrier général est, comme décrit, d'environ 3 semaines. Si cela se produit plus tôt, très bien. S'ils doivent prendre un peu plus de temps, nous avons dit depuis le début que tout cela dépendait des conditions. L'ennemi a son mot à dire. Et que cherche à faire l'ennemi en ce moment? Premièrement, il essaye de survivre personnellement et de maintenir le régime plus ou moins intact. Et croyez-moi, c'est un énorme problème pour eux. Cela se voit. Vous en rendez compte chaque jour de ce qui arrive à la direction. La paranoïa au sein de cette direction est réelle et le processus décisionnel chaotique qui y règne l'est tout autant. Nous fragmentons donc cette direction, c'est certain, et il nous reste encore plusieurs semaines pour poursuivre ce travail. La deuxième chose qu'ils font, en plus d'essayer de survivre individuellement et en tant que régime, c'est de tenter de protéger leurs avoirs. Ils savent que nous savons où tout se trouve, et nous les éliminons systématiquement. Ils veulent certainement sauver quelque chose, afin d'avoir la capacité de riposter contre nous lorsque nous commencerons à rouvrir le détroit d'Ormuz. Si nous prenons l'île de Kark, ils voudront mener une forme de représailles militaires contre les alliés et partenaires probables de la région, et les bases américaines seraient les cibles les plus faciles. Israël serait, bien sûr, une cible plus difficile. Et ils essayent de cacher cela, de tromper autant que possible, de protéger certaines de ces ressources, tout en continuant à tirer des missiles et des drones sur nos bases et sur Israël. Cela rend donc l'identification et la destruction des cibles plus difficiles. Allons-nous être capables de le faire? Bien sûr que oui, mais cela demande plus de temps, plus d'identification, plus de suivi pour y parvenir. J'essaie de l'expliquer avec une analogie de football américain. Vous savez, nous sommes dans la zone rouge ici. Nous sommes sur la ligne des 20 yards, en train d'essayer d'atteindre la ligne d'en-but.
Et l'adversaire met en place autant d'obstacles qu'il peut, car il voit à quel point nous sommes proches d'atteindre nos objectifs. Et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher que cela se produise. Exactement. Ouais. Nima, allez-y, colonel. Allez-y. J'adore cette analogie. J'adore cette analogie. Nous avons été dans la zone rouge à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années et nous n'avons jamais marqué de touchdown. Je me demande en quoi cette fois-ci est différente. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne demande jamais à quelqu'un en guerre ou même dans une simulation s'il atteint ses objectifs, parce qu'il répondra oui, bien sûr, in the type territory toys vet brexted passe pas missuran. Are you accomplishing your mission? And the mission has never been. Et la mission n'a jamais été exprimée, ni par le président, ni par le secrétaire à la défense, ni par le chef d'état-major interarmé. La mission consiste-t-elle à bombarder sans relâche? Il semble que oui. Mais il ne fait aucun doute que la mission n'est pas accomplie si, comme je pense qu'ils le disent discrètement, l'objectif est de faire tomber le régime. Ils ne l'ont pas fait, et je ne pense pas qu'ils le feront. C'était donc une présentation idiote que je n'aurais pas acceptée d'un lieutenant-commandant de la marine ou d'un major de l'armée sur un terrain d'exercice sans lui passer un sacré savon. Larry, quel est ton point de vue sur ce qui se passe et comment comprends-tu la situation? Keane est dans le déni. Je veux dire, il vit dans un monde imaginaire. Premièrement, la question devrait être celle du détroit d'Ormuz. Vous savez, je ne l'avais pas compris au début de cette guerre non plus. C'est un savoir qui s'est accumulé au fil du temps. Le monde est actuellement en récession. Normalement, on définit une récession comme 2 trimestres consécutifs de croissance économique négative. Alors certains disent, eh bien, on ne peut pas appeler ça une récession, car nous n'avons pas eu 6 mois et nous n'avons pas les... N'importe quoi. Le monde est en récession en ce moment. La question est de savoir si cela va devenir une dépression. Une dépression signifie que la croissance économique chute en dessous de 10% négatif. La perturbation du pétrole est une chose, et ironiquement, dans cette perturbation du pétrole, l'Iran en a tiré profit. Vous savez, ils sont passés de Trita Parsi, je ne me souviens plus dans quelle émission il était, mais il expliquait qu'avant la guerre, l'Iran produisait 1,1 million de barils de pétrole, vendus à $47. Maintenant, ils en produisent 1,5 million et les vendent à $87, donc plus du double du prix. La perturbation du gaz naturel liquéfié est importante. Elle affecte vraiment l'Asie. Plusieurs pays ont déclaré l'état d'urgence et ils ont cessé de faire frire les aliments parce que le combustible utilisé pour la cuisson provient du gaz naturel liquéfié. Ensuite, il y a le problème des engrais. Plus d'un tiers des engrais mondiaux proviennent de l'urée, issu des produits pétrochimiques du Golfe Persique, et cela a disparu. Nous ne verrons donc pas les effets complets de cette situation avant environ 6 à 8 mois, car c'est actuellement la saison des semis. Et si les cultures ne sont pas correctement plantées avec de l'engrais, elles ne vont pas pousser. Cela signifie qu'au moment de la récolte, il n'y aura pas grand-chose à récolter. Nous faisons donc face à une pénurie alimentaire mondiale. Et avec cela vient le risque de famine ou de malnutrition dans certains pays. Ce n'est pas seulement un problème lointain, cela pourrait aussi nous affecter. Nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences de cette situation. Ensuite, il y a l'hélium. Il se trouve, qu'il aurait cru, que le Golfe Persique est également une source majeure d'hélium, essentielle à la production de puces électroniques. Donc ces puces ne sont plus fabriquées faute d'hélium. Et si elles ne sont pas produites, alors les ordinateurs, les téléphones portables, les missiles Tomahawk et tout le reste qui dépend de ces puces ne sont plus disponibles.
Et puis l'acide sulfurique, je veux dire, ça n'en finit pas, et ça ne s'ouvre pas. Même si, d'une manière ou d'une autre, par magie, les choses se retournaient en un jour ou deux, pour que le pétrole et le gaz naturel liquéfié recommencent à circuler, pour que l'urée recommence à circuler, cela prendrait du temps. Donc cela a un impact économique sur le monde, en particulier ici, aux États-Unis. Nous ne faisons pas vraiment attention à cela pour l'instant. Nous commençons à le faire, mais sans vraiment le comprendre. Alors, vous savez, King qui parle de tout ça, cela rappelle McNamara pendant la guerre du Vietnam, quand il sortait dire « Nous avons tué X Viet Cong aujourd'hui ». Et tout cela s'est avéré être un mensonge aussi. Donc, vous savez, les choses n'ont pas changé. Et en plus, Nima, de ce dont Larry parle, tout l'aspect pratique de la situation, et ça ne s'annonce vraiment pas bien du tout, comme il vient de le démontrer. J'ai vu hier que nous en sommes à 3500 navires bloqués au large du détroit d'Ormuz, sans aucun endroit où aller. Voilà l'autre facette du problème. Et devine qui a résumé tout cela? Je vais le lire, car c'est inestimable, venant de notre chef. Il est à la réunion d'urgence de l'ONU, convoqué à cause de notre attaque contre cette école. Et il dit, je paraphrase, mais voici les points essentiels, 2 régimes nucléaires intimidateurs ont attaqué un régime non doté de l'arme nucléaire. Deuxième fois qu'ils torpillent la diplomatie. Ils sont en train de banaliser les crimes contre l'humanité qui ont commencé avec acharnement. Devine où? En Palestine, sous la main de Bibi Netanyahou, et comme John Mearsheimer le souligne de plus en plus, probablement sous le prétexte que la plupart des personnes tuées le 7 octobre l'ont été par des Israéliens et non par le Hamas. 27 jours de guerre illégale, poursuit Arashi. Aucun respect pour le droit humanitaire, absolument aucun. 600 écoles, hôpitaux, maisons de retraite, ambulances, à l'arrêt et en mouvement, sources d'eau, sources de nourriture, tous des crimes de guerre. Tout cela est le produit du monde qui ignore la Palestine, la ramenant au génocide qui a presque été enfoui aujourd'hui. Mais nous avons de la détermination, conclut-il. Nous avons de la détermination. Je crois qu'il en a, et je crois que son pays en a aussi. Nous sommes en train de devenir non seulement paralysés en mer, pour ainsi dire, comme Larry l'a souligné, avec de graves répercussions économiques, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Nous sommes aussi en train de devenir la nation la plus détestée de la planète, juste après Israël. Larry, il semble que la situation concernant l'invasion de l'Iran, l'invasion des îles iraniennes dans le golfe Persique, devienne sérieuse. Quelle serait l'escalade du côté des États-Unis et d'Israël? Je pense que la prochaine étape pourrait être une invasion de ces îles. Beaucoup de gens débattent de la question suivante. Vont-ils envahir plusieurs îles du golfe Persique ou une seule? Et voici l'une d'entre elles, particulièrement intéressante d'un point de vue stratégique. Cette île s'appelle l'île de l'Arak. L'Arak, c'est ici que ça arrive. Tu vois, la route des pétroliers part d'ici et passe près de l'île de Keshm. Entre l'île de Keshm et l'Arak, tu sais, elle passe par ici. S'ils prennent cette île, cela pourrait poser un certain problème. Et l'autre, tu montes ici, celle dont il parle. Cette île-là, Karg, qui est plus éloignée du détroit d'Ormuz. Quelle est, selon toi, Larry, la stratégie qu'ils poursuivent en ce moment? Quel était ce mot que tu as utilisé? Stratégie? Eh bien, tu es un optimiste. Écoute, commençons par ce que nous savons. La semaine dernière, cela a été publié sur un site appelé Open Source Intelligence Defender sur X, et cette source faisait un rapport sur un autre site appelé Intel Frog. Intel Frog a précisé que depuis le 12 mars, il y a eu des vols de C-17, environ 35,
avec encore 11 prévues. Donc, quand j'ai commencé à examiner les bases, tu te rends compte qu'il s'agit d'une mission des forces spéciales qu'ils lancent parce qu'ils partent de la base conjointe Lewis McChord. C'est le 75e Rangers, 2e bataillon, je crois. 75th Rangers, 2nd Battalion, I believe. Hunter Army Airfield. Hunter Army Airfield. La Task Force 160 a un élément de ce régiment déployé là-bas, ainsi que le 1er bataillon des 75e Rangers. Il faut comprendre que les 75e Rangers, dans le monde des opérations spéciales, sont ce qu'on appelle une unité de niveau 2. Ils apportent un soutien à la Delta Force et à l'équipe SEAL 6. Et pendant, vous savez, les 23 années où j'ai participé à des exercices, on plaisantait toujours en disant que chaque exercice devait inclure un aérodrome que les Rangers pouvaient s'emparer. Vous savez, c'est l'une de leurs spécialités. Ils s'emparent d'un aérodrome. Les autres vols, on ne parle pas d'un ou deux C-17, mais de plusieurs vols pour chacune de ces bases. Base navale d'Oceana, en Virginie. Qui est là? L'équipe SEAL 6, ainsi que les SEAL de la côte Est. Base aérienne de Pope, c'est la Delta Force, le 82e bataillon, la 82e division aéroportée, Fort Campbell, dans le Kentucky, le quartier général de la Task Force 160, les Night Stalkers. Il était donc clair qu'il y avait un mouvement. Or, il n'y a que deux possibilités quand on observe un tel mouvement. Soit c'est un exercice, soit ils partent au combat. Et d'après ce que j'ai entendu, j'ai un autre ami qui connaît quelqu'un à la Delta. La Delta dit « on nous envoie en mission suicide ». Alors ils vont vraiment envoyer... Bon, Trump avait d'abord annoncé cette affaire de 5 jours lundi dernier. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai pensé « d'accord, ça veut dire que vendredi, aujourd'hui ou demain, on va commencer le tournage ». Et au départ, c'est bien ce que ça semblait être. Laissez-moi ajouter un autre point. Souvenez-vous, ce mouvement aérien a commencé le 12 mars. Le 13 mars, ils ont lancé le premier MEU, le 31e MEU, depuis Okinawa. J'ai dit, d'accord, vous partez là-bas. Donc pour moi, cela montre que c'est planifié. On ne commence pas quelque chose le 12 ou le 13 mars juste sur un coup de tête du genre « Oh mon Dieu, on a un problème à régler ». Non, c'est préparé à l'avance. Le déploiement du 11e MEU, ils ont environ une semaine de retard, peut-être une semaine à 10 jours. Ce qui explique maintenant pourquoi, je pense, hier, Trump a annoncé « D'accord, nous allons leur donner jusqu'au 6 ou 7 avril. C'est la semaine prochaine, et c'est à ce moment-là que cet autre MEU sera dans la région. » L'intention de l'équipe de Trump est donc de lancer une opération terrestre. Maintenant, sur l'île de Kesh, d'après ce que je comprends, il y a l'une de ces villes souterraines de missiles. Donc, il confierait spécifiquement à la Delta Force ou à l'équipe SEAL 6 la mission d'attaquer et de capturer ce site. Ils partent du principe que l'Iran n'a pas de défense en place. Je pense que c'est une hypothèse très imprudente. Et en réalité, je ne pense pas que la Delta ou l'équipe SEAL 6 ferait une telle supposition. Donc, vous allez examiner une bataille où s'ils capturent cette ville de missiles, d'accord, ils l'auront. Mais cela n'ouvre toujours pas le détroit d'Ormuz. Et si vous déployez des forces militaires sur l'une de ces îles, cela n'ouvre pas non plus le détroit d'Ormuz, car l'Iran peut toujours commencer à poser davantage de mines dans les eaux, et ils ont dit qu'ils le feraient. Ils ont déclaré qu'ils inonderaient le golfe de mines, pas seulement le détroit. Ils disposent de drones sous-marins, de sous-marins équipés de torpilles, et ensuite de missiles et de drones en surface. Donc, si vous voulez ouvrir le détroit, la mission doit être la suivante. Nous devons neutraliser toutes les capacités offensives de l'Iran. Et simplement placer des hommes sur ces îles ne suffira pas à le faire. Et en plus, Nima, j'ai entendu tellement d'experts, je mets ça entre guillemets, au cours des dernières 48 heures à William & Mary.
J'en ai entendu plusieurs parler du détroit et de sa géographie. Eh bien, j'y suis allé, je connais. Je participais à une partie de la planification autour d'Ernest Will et de Praying Mantis au commandement du Pacifique. Ils se trompent. Quelqu'un a dit, eh bien, la profondeur moyenne du détroit est tellement grande qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose. La profondeur moyenne du détroit est de 50 mètres. C'est assez profond. Cela permet par exemple de couler un super pétrolier sans créer trop d'obstacles. Mais c'est pas si profond que ça. Et l'une des choses qui nous inquiétait, c'était que plusieurs navires puissent être coulés et bloquer le passage. Et au fait, le chenal nord, je crois que le nord se trouve à droite quand on regarde vers le nord et le sud à gauche. Ce sont des chenaux différents et ils varient légèrement en termes de salinité, de courant et d'autres facteurs qui influencent la traversée du détroit. Mais ce n'est pas un détroit facile à ouvrir si quelqu'un est déterminé à le garder fermé, comme nous l'avons appris en 1988. Et ils en parlent comme si c'était simple, comme le disait Larry. Il suffit de faire ceci, de faire cela, d'obtenir ceci, d'obtenir cela, et on peut les empêcher de bloquer le détroit. Au contraire, il est terriblement facile de bloquer ce détroit, et je suis sûr que l'Iran l'a étudié en détail depuis ses tentatives de 1988. En fait, je dirais qu'ils ont probablement une longueur d'avance, comme Larry le faisait remarquer, en matière d'armement, de méthode et autres. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et comme Larry l'a déjà mentionné, pour terrifier le monde entier, ainsi que les assureurs et les armateurs, il suffit d'en réussir un. C'est tout ce qu'il faut. Et ensuite, il faut beaucoup de temps avant que n'importe quelle marine puisse convaincre les gens qui peuvent à nouveau naviguer. Oui, et rappelons que ce qui s'est passé en 1988 s'inscrivait entièrement dans le contexte de la guerre Iran-Irak, que les États-Unis ont contribué à provoquer et à entretenir. Souvenez-vous, les États-Unis ne se contentaient pas de fournir à l'Irak les précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication d'armes chimiques, ils fournissaient également des renseignements. Je connais alors le colonel Patrick Lang, Pat Lang, qui a mis en place le programme d'Arabe à West Point et a ensuite été le principal officier du renseignement de la défense pour le Moyen-Orient. C'est lui qui transportait personnellement les renseignements en Irak pour aider ce pays à vaincre l'Iran. Et donc, lorsque l'Iran a commencé à poser des mines dans le détroit, cela montre à quel point les choses ont changé en près de 40 ans. Nous avions une barge au large des côtes de Bahreïn. Elle s'appelait la Hercule Barge. C'était une plateforme pétrolière, mais elle avait été réquisitionnée par les Navy SEAL. Le SEAL qui la commandait est un ami à moi. Il était commandant à l'époque. Ils avaient des Little Bird, leur propre vedette armée, et ils ont eu plusieurs affrontements avec l'Iran. Mais à l'époque, l'Iran n'attaquait pas avec des drones. L'Iran n'attaquait pas avec des missiles. L'Iran en était donc vraiment au tout début de ses capacités militaires. C'est un tout autre jeu aujourd'hui, complètement différent. Ils s'étaient installés sur 2 ou 3 derricks, si je me souviens bien, et nous les avons éliminés là-bas parce qu'ils étaient complètement à découvert sur ces derricks. Oui, cette fois ce ne sera pas pareil, je vous le garantis. Je crois que nous avions un général français, vous savez, il s'adressait aux médias français, qui disait en français qu'ils avaient mené des simulations avec les États-Unis quelques mois avant que tout cela n'arrive. Il affirme que ces simulations montraient une destruction totale, que toute la marine serait anéantie s'ils allaient dans cette direction. C'était le résultat des simulations. Et il dit qu'il n'y a aucune option viable, car les États-Unis, selon lui, ont étudié la question conjointement avec les Français. Il mentionne aussi que l'Iran dispose de beaucoup d'informations et de renseignements dans cette région, ce qui leur donne l'avantage. Alors, si c'est le cas, colonel,
Que cherche à faire Donald Trump? That's the case. Carl, what is Donald Trump trying to do? Well, just to pick up on your theme there. Eh bien, pour reprendre votre thème, Millennium Challenge, je crois que c'était le nom de l'exercice en 2002 ou 2003 que le lieutenant-général Van Riper a dirigé. C'était mon ancien supérieur au commandement du développement et de l'éducation du corps des marines. Il a mené cette simulation et nous avons perdu. On lui a demandé de la refaire parce que nous n'aimions pas le fait d'avoir perdu. Je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps à Williamsburg. Il y habite, toujours alerte à 88 ans, passionné de fitness et l'esprit aussi vif que jamais. Il m'a donné à peu près la même impression qu'à l'époque, mais en pire, parce que l'Iran, comme l'a dit Larry, n'est pas resté inactif. Ils ne sont certainement pas restés inactifs en matière de nouvelles technologies et d'observation de ce que ces technologies font et ne font pas en Ukraine. Et c'est un autre facteur qui entre maintenant en jeu. That's another instrument that's entering it now. Zelensky's selling to both sides and trying. Zelensky vend aux deux camps, essayant de redorer sa propre image et de courtiser les deux. D'après ce qu'on m'a dit, il cherche à se rapprocher des Iraniens en leur fournissant davantage de drones et de conseils, ainsi que des Arabes dans le même esprit. Donc, Zelensky joue sur les deux tableaux. Tout cela pour dire que, comme Larry l'a souligné, je ne pense tout simplement pas que la situation soit la même qu'en 1988. C'est très différent, vraiment très différent, et je ne suis pas sûr que nous en prenions pleinement la mesure. Et ce scénario, même en 2000, je crois que c'était l'exercice Millennium Challenge, mené en 2002, si je ne me trompe pas, nous montrait en train de perdre. Nous avons perdu, tout comme le français dans les simulations actuelles semble l'indiquer. Nous avons perdu. Et quand je dis perdu, je veux dire que nous étions incapables de rouvrir le détroit. Et c'est une défaite, une énorme défaite, car ça paralyse véritablement le commerce maritime mondial. Really jammed up the world's shipping. Yeah, as long as Iran Oui, tant que l'Iran conserve la capacité de lancer un ou deux missiles ou des drones contre n'importe quel navire traversant le détroit, à moins que ces navires ne soient équipés d'une technologie magique empêchant d'être touchés par des drones ou des missiles, ce détroit restera fermé. Et apparemment, les pays arabes du Golfe font pression sur les États-Unis. Oh, vous devez faire quelque chose. Vous devez obtenir un accord qui limite la capacité de l'Iran à utiliser des missiles et des drones. Eh bien, la seule façon d'y parvenir serait d'envahir complètement l'Iran, de le conquérir, puis d'y installer vos propres marionnettes. Ça n'arrivera pas. Les États-Unis ne peuvent pas. Cela ruinerait le pays d'essayer de le faire. Je veux dire, en dehors du défi logistique que représente la mobilisation d'une armée d'au moins 3 millions d'hommes, comment diable allez-vous les transporter là-bas? Nous n'avons pas la flotte marchande nécessaire pour cela. Et une fois qu'ils y sont, où vont-ils débarquer? Allez-vous les installer sur une base en Arabie Saoudite, où ils seraient une cible idéale pour l'Iran? Je veux dire, ce fantasme militaire selon lequel nous pourrions forcer l'Iran à plier à notre volonté. Non. Écoutez, je peux vous dire qu'il va se passer quelque chose dans les 4 prochaines semaines. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'étais censé me rendre en Russie avec le Club de l'Unité internationale. Et il coordonne avec le Kremlin parce que nous devions rencontrer de hauts responsables russes et avoir plusieurs discussions. En fait, Pepe Escobar devait également y participer. Nous avons tous deux été informés hier que c'était annulé, et c'est annulé à cause de la guerre en Iran. D'après ce qui circule au Kremlin, la Russie va s'impliquer dans cette affaire. Je ne dis pas qu'ils vont commencer à se battre, mais ils vont s'impliquer plus directement pour essayer d'y mettre fin. Une fin qui garantira la sécurité de l'Iran. Ils n'ont pas l'intention d'abandonner l'Iran. They're not going to abandon Iran. And the part of the reason Iran
Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle l'Iran et la Russie prennent ces mesures, c'est qu'un certain nombre de pays viennent les supplier. Mon Dieu, nous souffrons, nous mourrons ici, aidez-nous. Mais, vous savez, je vois la Russie et la Chine réellement collaborer. Et ce sera, je pense, une collaboration qui finira par forcer les États-Unis à quitter le Golfe Persique et poussera les anciens alliés du Golfe des États-Unis à retrouver leurs esprits. Parce que, vous savez, la réalité, c'est que le seul gouvernement démocratiquement élu du Golfe Persique se trouve en Iran, pas en Arabie Saoudite. Ce sont en fait tous des autocraties familiales et tribales. Et voilà ce que nous soutenons, les autocraties, plutôt que la démocratie. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on entend depuis le Golfe que Mohammed Ben Salman, entre autres, nous pousse à poursuivre cette guerre. Ouais, Bonne personne qu'il est, yéménite qu'il est. Colonel, voici ce que le général Jim Mattis a à propos de son évaluation de la guerre. Ce que nous voyons, c'est une situation où la précision des frappes ne compense jamais l'absence de stratégie. Et par là, je veux dire que 15 000 cibles ont été touchées. Il y a eu des succès militaires significatifs, mais ils ne s'accompagnent pas de résultats stratégiques. Or, certains des objectifs stratégiques initiaux, reddition inconditionnelle, changement de régime, nous allons désigner le prochain dirigeant suprême. Yolvekle m'a dit du non-sens. C'est la psy-illusion. Oui, il a tout à fait raison. J'ai entendu d'autres remarques de sa part qui n'étaient pas aussi salutaires. Mais sur ce point, il a parfaitement raison concernant l'absence d'objectifs stratégiques réels, c'est-à-dire des objectifs réalisables. Et il a raison aussi sur ce que nous avons dit au tout début de votre présentation ou de votre entretien, à savoir peu importe combien de bombes vous larguez, peu importe combien de sorties vous effectuez, peu importe combien d'avions vous déployez au-dessus de l'Iran. Et d'ailleurs, c'est aussi un mensonge à bien des égards, car la plupart de leurs munitions sont tirées depuis l'extérieur de l'Iran. Tout cela ne sert à rien si vous n'accomplissez pas votre mission. Et là, nous avons deux problèmes. Je ne pense pas qu'il existe une mission que vous pourriez accomplir qui corresponde aux souhaits de Donald Trump. Et il n'y a aucune mission clairement exprimée. Quand avez-vous entendu parler d'une mission pour la dernière fois? J'ai entendu tout et son contraire. Du changement de régime à « Oh, eh bien, nous allons simplement faire un peu de diplomatie et mettre fin à leur programme nucléaire. » Puis « Oh, eh bien, nous allons aussi inclure les missiles balistiques. » Et ensuite « Oh, eh bien, nous revenons au changement de régime. » Pendant ce temps, le véritable instigateur de la mort et de la destruction, notamment au Liban, mais aussi à Gaza chaque jour et en Cisjordanie chaque jour, ne prête aucune attention à ce que nous faisons et s'en moque complètement tant que nous continuons à bombarder. C'est une cacophonie d'erreurs. Larry, la guerre n'est pas seulement menée par l'armée, elle est aussi menée avec les populations de ces pays. En ce moment, nous avons deux pays qui se battent l'un contre l'autre, Israël et l'Iran. Les États-Unis interviennent de l'extérieur. Nous savons qu'il y a eu un soutien à Donald Trump dans cette guerre. Comment ce soutien diminue-t-il aux États-Unis? Mais en ce qui concerne Israël et l'Iran, je ne sais pas si tu as vu la vidéo où l'un des maires israéliens s'est effondré en direct, en pleurs, en parlant de la gravité de la situation en Israël. Nous avons eu deux maires d'ailleurs qui en ont parlé. Et le chef de Tsahal, dans sa dernière évaluation, a déclaré que l'armée israélienne était au bord de l'effondrement. C'est ce qu'il a dit. Quelle est ta compréhension de ce qui se passe dans cette direction? Eh bien, écoutez, cela fait 2 ans et demi qu'Israël échoue
et j'insiste sur le mot échec, à vaincre le Hamas. Je ne comprends pas comment une armée de 300 000 hommes, ce qui correspond, d'après ce que j'ai compris, aux réservistes mobilisés, a pu encercler une zone de 5 000 de large sur 25 000 de long, détruire pratiquement tous les bâtiments en surface et avoir encore peur d'y entrer pour déloger les combattants dans les tunnels. Voilà la réalité. Une armée pourrait-elle le faire? Oui, mais au prix de pertes terribles. Et c'est là que réside le problème. Israël veut déclencher des guerres, mais ne veut pas en supporter la douleur. Il veut une guerre sans souffrance. Eh bien, cela n'existe pas. Alors, en plus de ça, ils ont décidé « Oh hey, c'est génial, on a tellement affaibli le Hezbollah qu'on peut maintenant attaquer le sud du Liban. On va prendre tout ce territoire juste au sud du fleuve Litani. » Et je vais vous dire une chose, le Hezbollah inflige de lourdes pertes aux Israéliens. D'après plusieurs rapports, il semblerait qu'ils aient détruit au total 19 ou 20 chars Merkava au cours des 2 dernières semaines. Ils ont tendu une embuscade à une colonne entière qui avançait. Et encore une fois, le Hezbollah combat de manière très intelligente. Ils ont frappé le milieu de la colonne, ce qui l'a forcé à se séparer, puis ils ont commencé à la décimer par l'arrière. À un moment donné, les Israéliens sont sortis et ont couru pour sauver leur vie. Donc, vous savez, l'histoire fausse selon laquelle ils auraient anéanti le Hezbollah et l'auraient affaibli, qu'ils étaient finis, ce n'est pas le cas. Le Hezbollah continue de se battre, lançant des roquettes et des missiles sur le nord d'Israël. Il vise principalement des bases et des installations militaires, mais il cause de grands dommages en Israël. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce maire pleure. Ajoutez à cela qu'ils vont maintenant combattre l'Iran. Ils n'ont pas des ressources illimitées. Ils dépendent entièrement et complètement des États-Unis pour soutenir ces opérations de combat. La minute où les États-Unis débrancheront la prise, ils sont cuits. Et puis il y a la question, Israël peut-il réellement survivre en tant que nation? Parce que son économie est ravagée par l'Iran, avec ses frappes de missiles quotidiennes, plusieurs vagues de missiles. Maintenant, certains des missiles iraniens récemment, on entend sans cesse Israël dire « Oh, nous avons intercepté ceci, nous avons intercepté cela, n'importe quoi ». Les missiles n'ont pas fonctionné. Les missiles ont échoué. Je vous garantis que si Israël les interceptait vraiment, vous verriez les vidéos. Elles seraient partout. Regardez ce qu'on fait, on les anéantit. Israël ne peut pas nous toucher parce que notre système de défense aérienne est tellement performant. Eh bien non, il est nul. À cet égard, j'ai en fait obtenu de très bonnes preuves qui m'ont été fournies à William & Mary, selon lesquelles les Iraniens utilisent à nouveau des drones parce qu'ils sont utiles. Ils ne se font pas abattre. Ils utilisent des drones très lents mais meurtriers, ce qui leur permet de préserver leurs missiles plus sophistiqués pour plus tard et d'utiliser les drones pour infliger beaucoup de dégâts, car il n'y a rien pour les abattre. Et hier soir, en hébreu encore, traduit pour moi par un ami, Netanyahou a déclaré qu'il rappelait 400 000 réservistes supplémentaires. Où va-t-il trouver ces 400 000 réservistes supplémentaires? Il vient d'en mobiliser 300 000, dont environ 30% ne se sont pas présentés, ou vous savez, ne se sont pas conformés à l'ordre de mobilisation, si l'on peut dire. Où va-t-il donc trouver ces autres 400 000? Faites le calcul sur la population juive en Israël et voyez où il pourrait trouver ses troupes. Et pourtant, je l'ai entendu dire, et certes, c'était en hébreu et il a fallu traduire, qu'il allait en appeler 400 000 de plus. Et il a ajouté que c'était pour le Liban. Donc Larry a tout à fait raison. Il a un problème au Liban. Un gros problème. Mais je ne vois pas où il va trouver ses troupes.
Larry, il y a une discussion entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre. Je ne sais pas exactement lequel, car il y a tellement de rumeurs autour de Netanyahou. Mais disons-le ainsi, le chef du Mossad et Benjamin Netanyahou ont des discussions, parce que le chef du Mossad affirme avoir dit à Netanyahou quelles seraient les conséquences de cette guerre pour le réseau d'opérations clandestines dans la partie sud du Golfe Persique. Et il semble que tout ce réseau ait été détruit par la guerre. Ils ne sont plus là. Cela crée beaucoup de tensions entre Netanyahou, le chef du Mossad, et Poutine. Qu'est-ce que c'était? Il parle des Émirats arabes unis, de Bahreïn, quelque part dans ces pays-là. Il travaillait avec les gouvernements, avec, je ne sais pas, les bases américaines dans ces pays. Alors, voulait-il dire que leurs agents de renseignement, tout leur réseau de renseignement, avait disparu? Il a déclaré que les réseaux clandestins du Mossad dans le sud du Golfe Persique avaient été détruits. D'accord. Oui, probablement des réseaux de renseignement, à la fois des personnes, et aussi ils ont peut-être eu certains systèmes de communication, par exemple. C'est le début du jeu des reproches. Quand on est en train de perdre, il faut trouver un bouc émissaire. Donc vous savez, ma prédiction, c'est une prédiction marginale aux États-Unis, c'est que l'une des personnes qui sera tenue pour responsable du fait que cette guerre ne se passe pas bien et que Donald Trump ne remporte pas de victoire, ce sera Tulsi Gabbard. Elle recevra une partie du blâme. Hegseth aussi, probablement. Mais maintenant que Netanyahou pointe du doigt le Mossad parce qu'ils disent « Eh bien, le Mossad nous a dit que ce serait fini en une semaine et nous les avons crus », eh bien, il laisse le Mossad se débrouiller seul. Vous allez les voir se livrer à des luttes sanglantes au sein de la direction en Israël. C'est tout simplement inévitable. Tu as combattu, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu as fait ceci, tu as fait cela. On le voit déjà avec certains retraités qui sortent de l'ombre pour faire des déclarations. Mais cela va commencer avec les gens qui entourent réellement Netanyahou et d'autres. Je ne pense pas que Ben Gvir, Smotrich et des gens comme eux partiront un jour. Il faudrait les tuer avec une balle en argent ou un pieu dans le cœur. Mais il y a d'autres Israéliens qui commencent vraiment à s'inquiéter, sérieusement à s'inquiéter. Et ils ont bien raison. Oui, ils ont bien raison. Si les vidéos que je vois sortir de là-bas, passées en contrebande mais néanmoins de bonne qualité, sont exactes et je n'ai aucune raison d'en douter, tout s'effondre et rien ne remonte. Je veux dire, tout est en train de frapper. Tout est en train de frapper. Et ils attaquent aussi Naftali Bennett, parce qu'hier il a donné une interview en hébreu où il a déclaré que Netanyahou est en train de perdre face au Liban, face au Hezbollah. Il a perdu à Gaza et il a également perdu face à l'Iran. Ces propos provoquent beaucoup de répercussions en Israël. On l'accuse de trahison parce que nous sommes en pleine guerre et qu'il tient ce genre de discours. Mais tout le monde sait qui est Naftali Bennett. Et quand il parle ainsi, cela a une signification. Eh bien, Naftali Bennett est aussi en colère contre Netanyahou pour avoir permis ce qui s'est passé à Gaza, parce que cela a considérablement ralenti les tueries. Il continue de tuer chaque jour. Il ne se passe pas un jour sans que 30 ou 40 Palestiniens ne meurent. Mais ce ne sont plus les centaines ou les milliers qui mouraient auparavant. Donc Bennett est en colère contre lui pour avoir laissé Trump faire cela, pour avoir permis cette résolution de l'ONU, pour avoir permis que les choses soient organisées de manière à limiter sa capacité à tuer des Palestiniens. C'est pour cela que Bennett est en colère. Ce sont les mêmes personnes, Nima. Ils portent juste des vêtements différents. Ce sont des crétins assoiffés de sang.
Larry, Axios reported that the Vice President of the United States, Larry, J.D. Vance, Axios a rapporté que le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a eu lundi un appel difficile avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il a déclaré que les évaluations d'Israël concernant le renversement du régime iranien n'étaient pas assez réalistes, qu'elles étaient trop optimistes. Et il semble que non seulement en Israël, où le jeu des reproches pas son plein, mais aussi aux États-Unis, on essaie de gérer les répercussions. Hier, on a vu les membres du cabinet se réunir, chacun essayant de défendre Donald Trump. Même J.D. Vance a mentionné que si nous n'attaquions pas l'Iran, il pourrait utiliser ses gilets, des gilets suicides avec des bombes nucléaires. Suicide vests, with nuclear bombs. Suicide vest, yeah. Des ceintures explosives, oui. Je veux dire, ça montre son ignorance de l'histoire. Le fait que 90% des kamikazes sont sunnites, pas chiites. Suicide bombers. They're Sunni. They're not Shia. Ouais, I mean, it's not the groups that carry those out. Je veux dire, ce n'est pas les groupes qui font ça, sont enfin, à part les radicaux sunnites, les tigres tamouls du Sri Lanka. Eux aussi s'y a donné beaucoup autrefois. Mais pas l'Iran. L'Iran, ce n'est pas le genre de pays à avoir des kamikazes. Iran's not. They're not a suicide bomber kind of country. maintenant si vous voulez voir un sponsor Avaskar du terrorisme basé dans le Golfe sous une forme étatique, regardez Riyad. Oui. Yeah. Yeah. Larry, Donald Trump parlait d'un grand cadeau de la part des Iraniens, et il a finalement révélé ce cadeau hier. Voici ce qu'il a dit. Here is what he said. Il a révélé le présent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ont-ils dit, pour vous montrer que nous sommes réels, solides et bien là. Nous allons vous laisser avoir 8 bateaux de pétrole. 8 bateaux, 8 grands bateaux de pétrole. C'était il y a 2 jours, et ils devaient appareiller demain. C'était il y a 3 jours, et je n'y ai pas trop pensé. Puis j'ai regardé les informations, et ils ont dit qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. 8 bateaux remontaient en plein milieu du détroit d'Ormuz. Et j'ai dit, eh bien, je suppose que nous avons affaire aux bonnes personnes. Ensuite, ils se sont en fait excusés pour quelque chose qu'ils avaient dit et nous ont annoncé qu'ils allaient envoyer 2 bateaux de plus. Donc au final, ça faisait 10 bateaux. Ouais. What a buffoon. Tu sais, quel bouffon. Parce que d'accord, je vais juste envoyer ces bateaux avec du pétrole et les vendre à $87 le baril. Cet argent va directement dans la poche de l'Iran. Quel cadeau. Quel cadeau. Et Trump essaie d'en tirer parti. Tout ce qu'il fait, c'est aider. Tu sais, il y a 2 mois, à partir du 28 décembre, on a fait s'effondrer l'économie. Scott Bessent s'en est vanté. Oui, c'est nous qui avons fait ça. On a dévalué, on a forcé la banque à s'effondrer. Maintenant, on la remplit d'argent. Alors tu vois, les Iraniens se disent « Hé, ces Américains, qu'est-ce que vous allez faire ?» Parce que les États-Unis ont une longue histoire d'ignorance totale dans leur relation avec cette région. Of just flat out ignorance in interacting with this region. Because remember, when we took out Saddam Hussein. Souvenez-vous, lorsque nous avons renversé Saddam Hussein, cela a fini par renforcer l'Iran. Les 2 principaux groupes chiites, je ne parle pas de celui dirigé par Muqtada al-Sadr, ou Mouki, comme je l'appelais, mais de l'autre, le parti Dawa et l'autre groupe étaient étroitement liés à l'Iran. Ils ont fini par diriger le gouvernement. Ils ont même combattu aux côtés des troupes américaines contre Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, voilà Trump encore une fois. C'est son cadeau. Je ne sais pas. Avez-vous vu le dessin que quelqu'un m'a envoyé? Il montrait le cadeau offert à Donald Trump, un immense majeur doré. Il ouvre la boîte et le regarde. C'était le cadeau de l'Iran. Autre chose à propos de cette réunion du cabinet hier, Nima. Je n'ai aucun moyen de vérifier la valeur, la véracité ou l'exactitude de tout cela. Mais ça sonne juste pour moi. Si tu réécoutes la présentation de Witkoff en tant qu'envoyé spécial, il n'y avait rien dedans
à propos de l'argent qu'il a gagné, lui et Jared Kushner, en termes de « oh oui, c'est sympa », de contrat. Mais on m'a dit qu'ils n'avaient pas rencontré directement un seul membre du gouvernement iranien pendant tout ce processus de négociation. Pas un seul. Tout est passé par les bons offices du Pakistan, d'Oman ou d'un autre intermédiaire. Ils n'ont parlé à personne. Et pourtant, il parlait comme s'il avait présenté cet accord et qu'il avait été complètement refusé. Et il fallait un pot de vaseline à côté de chaque siège, si tu vois ce que je veux dire. Je n'ai jamais vu un Ted Flagorner présenter et cabinet. I've never seen such a group of sycophants pretending to be a cabinet. Oui, c'est tout simplement écœurant. Larry, les Émirats arabes unis veulent former une sorte de coalition avec les États-Unis à propos de ces îles du Golfe Persique qui appartiennent, ou qu'ils affirment appartenir, à l'Iran. Ils disent que ce sont des îles émiriennes, mais ils parlent de créer une coalition dans le Golfe, autour de ces îles, pour gérer la situation du détroit d'Ormuz. Et ces îles ne sont même pas si proches du détroit d'Ormuz. C'est pourquoi j'ai trouvé ton propos si inexact quand tu en as parlé. Mais quelles sont les réelles capacités des Émirats arabes unis? Parce qu'il me semble que leur ego écrit un chèque que leur corps ne peut pas encaisser. Petit Spart, Petit Spart. That's their nickname. C'est leur nom. Aucun de ces pays, ni les Émirats arabes unis, ni le Qatar, ni le Koweït, ni Bahreïn, ni les Saoudiens, n'a de véritable capacité militaire. Je veux dire, regardez les Saoudiens. Ils ont mené une guerre de 10 ans contre les Houthis. Et comment ça s'est-il terminé? Ils ont perdu. Donc vous voyez, ces gens se livrent à une illusion. Les Émirats arabes unis traversent actuellement une crise économique très, très grave. Quand on considère qu'environ 25% de leurs revenus proviennent des exportations de pétrole, eh bien ça diminue, donc on peut retirer 25% de la table. Ensuite, environ 20% supplémentaires de leurs revenus provenaient du commerce qui passait par Jebel Ali, le port franc, la zone de libre-échange. C'est l'un des plus grands, peut-être le deuxième plus grand au monde. Eh bien, il est à l'arrêt, car aucun navire n'entre ni ne sort avec des marchandises à échanger. Et le quartier financier. Tu sais, ils étaient importants. Ils sont devenus un centre majeur pour la gestion de l'argent et des finances. Les gens qui dirigeaient ces bureaux, ils ont filé. Ils sont retournés à New York, à Londres ou en Suisse, mais ils ne traînent plus à Dubaï. L'industrie de la construction, ces nouveaux condos étincelants, et le marché immobilier, il y avait tous ces étrangers qui venaient en pensant acheter un logement à Dubaï. Ils n'achètent plus. Les avions qui arrivent à Dubaï de l'étranger sont vides, et quand ils repartent, ils sont pleins. Donc Dubaï pourrait littéralement cesser d'exister tel que nous le connaissons. Si cela continue encore 6 mois, les Émirats arabes unis vont simplement imploser, parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Colonel, le président du Parlement iranien a déclaré que si l'invasion avait lieu, ce serait la fin des Émirats arabes unis. Il n'a pas mentionné les Émirats par leur nom, mais il a parlé d'un des États arabes du Golfe Persique qui coopèrent avec les États-Unis dans l'invasion. Ils ont une liste de cibles, 5 ou 6, et il a dit qu'ils allaient toutes les détruire. Et tout ce qu'ils auraient à faire, Nima, c'est lorsque nous avons fait la simulation à Pékin en 2009, nous avons mis hors service Ras Tanura, qui était à l'époque le principal port d'exportation saoudien. Environ 8 millions de barils par jour en sortaient. Il y en a un autre maintenant, j'ai oublié le nom, mais il en produit encore plus. Et bien sûr, l'Irak en est arrivé au point où il produit presque autant que le principal port saoudien. Donc, quand nous avons fait cela, le pétrole, le WTI du Texas occidental et le Brent brut est monté au-dessus de 150 en 10 heures, et dans la journée, il dépassait 200.
Si vous faites ce genre de choses, si vous éliminez ce type de capacité, vous avez, comme Larry le disait plus tôt, un problème économique mondial d'une profondeur et d'une gravité extraordinaire. Et vous n'allez pas le résoudre de sitôt. Ainsi, l'Iran a encore quelques flèches à son arc qui seraient mortelles pour certains de ses autres États. Comme Larry le soulignait, ce ne sont que des pétro-États, rien d'autre. Vous leur retirez cela, ils disparaissent. Oui, et j'essaie d'afficher la liste des cibles que les médias iraniens ont apparemment publiées. L'une d'elles est Jebel Ali. Il gère environ 15% du gaz qui sort du Golfe. Et puis il y a Baraka. Ils ont une liste de ces cibles aux Émirats arabes unis. Ils enlèvent probablement aussi la tête du pipeline. J'imagine qu'il s'agit de celui que les Saoudiens ont finalement prolongé vers Jeddah pour se déverser dans la mer Rouge plutôt que dans le Golfe Persique. Voici la liste des cibles qu'ils ont mentionnées. Elle comprend environ 50% des installations gazières, la centrale nucléaire qu'ils possèdent, ainsi que tous les principaux sites de production de gaz et d'énergie. Tout tourne autour de la production d'énergie et de gaz. Nima, je dois y aller. Ted Postol ne me le pardonnera pas si je ne transmets pas ça. Il m'a parlé pendant environ 45 minutes à William & Mary l'autre soir. Il pense, et il m'a donné suffisamment de raisons de croire qu'il a peut-être raison à 60%, 70%, voire 80%, que les Iraniens disposent de capacités souterraines pour construire une arme nucléaire et qu'ils le font. Et à un moment donné, ils vont associer cela à une ogive et à un missile hypersonique, et ils vont dire « nous l'avons et nous pouvons le tirer ». Vous voulez une démonstration ou quelque chose du genre. Cela ajoute une nouvelle dimension à tout cela. Et s'il a raison, et qu'il possède effectivement cela, et que c'est pratiquement intouchable, parce que c'est si profondément enfoui, un peu comme les Coréens l'ont fait quand ils nous ont complètement pris de court avec non pas un, mais 2 essais nucléaires. Cela change complètement la donne. Je voulais simplement le dire parce que j'ai promis à Ted que je le ferais. Larry, il y a beaucoup de discussions en Iran à propos du TNP. Que signifie encore le TNP aujourd'hui? Quelle sera la politique de l'Iran à mesure que son programme nucléaire évoluera? Et en tenant compte de tout cela, on voit le directeur de l'AIEA, Grossi, dire que la seule solution au programme nucléaire iranien serait de les bombarder. Voici ce qu'il a dit. Nous devons encore trouver un cadre, un bon cadre, qui nous donne la visibilité nécessaire et une idée claire de l'endroit où ils se trouvent et de celui où ils veulent aller. Proxedvetste, parce que cette guerre ne détruit pas les ambitions ni les capacités nucléaires de l'Iran. Je dirais que toute guerre, n'importe quelle guerre, à moins qu'il ne s'agisse d'une guerre nucléaire entraînant une destruction inimaginable, ce que nous espérons, bien sûr, ne se produira pas. C'était, tu sais, en train d'exercer une énorme influence en Iran, et tout le monde en parle. Ils le traitent d'agent du Mossad ou de la CIA, et disent que ce type est... Eh bien, je pense, Larry, que nous allons enfin assister à un grand tournant, comme le colonel vient de le mentionner, dans le programme nucléaire iranien. Ils envisagent toutes ces options parce que, tu sais, quand le directeur de l'AIEA parle de cette manière, c'est extrêmement problématique. Oui. Colonel Wilkerson, devez-vous partir? Je vais filer tout de suite, si ça ne te dérange pas. Ouais. À plus tard, mon ami. Prends soin de toi. À bientôt, Larry. Ouais, donc, tu sais, ce à quoi nous faisons face ici, c'est en fait, je pense que c'est la fin de l'ordre international qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale.
Je ne parle pas seulement du système économique de Bretton Woods. Je veux dire, celui-là est en train de se désagréger. Mais c'est aussi tout le concept de droit international que Donald Trump a clairement rejeté. Son administration entière a rejeté le droit international et ce faisant, elle l'a abandonné. Désormais, il s'agit de savoir qui est le plus grand, le plus fort et qui a le plus de balles derrière lui. Nous allons donc probablement traverser une période de grande, au-delà de ce que nous voyons actuellement, escalade de la guerre. Et c'est de cette guerre qu'un nouveau système sera créé. Les Nations Unies, c'est fini. C'est devenu sans importance. Les Nations Unies ne sont plus pertinentes. Elles sont devenues ce que la Société des Nations était. Souvenez-vous, la Société des Nations a continué à fonctionner pendant les années 1930 et elle n'a été dissoute qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Nations Unies ont été mises en place. Elles avaient encore un siège en Suisse et faisaient semblant d'être pertinentes. Mais elles ne l'étaient pas. Elles ne le sont plus. Et donc toute cette question du traité de non-prolifération, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, oui, cela avait autrefois du poids. Mais nous avons vu, comme le colonel Wilkerson citait Arachi en disant « Vous savez, 2 puissances nucléaires ont attaqué un pays qui n'avait pas d'armes nucléaires. » Et donc maintenant, vous savez, cet échec à respecter le droit international, ou même la simple décence humaine, a créé une situation où je pense l'Iran a peut-être décidé qu'il n'avait pas d'autre choix que de développer une arme nucléaire. C'est la seule chose qui pourrait absolument les défendre contre ce type d'attaque à l'avenir. Parce que si Israël sait que l'Iran peut lancer un missile hypersonique transportant une ogive nucléaire, Israël cessera d'exister. Excusez-moi, je veux dire Israël, pas l'Iran. Mais l'Iran est déjà sous cette menace. 1 ou 2 bombes nucléaires d'Israël ne feront pas disparaître l'Iran. L'Iran est trop grand, Israël est trop petit. Hier, Larry, voici ce que Donald Trump a dit lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis allaient quitter ces États arabes du Golfe Persique. Voici ce qu'il a répondu. Certains rapports indiquent que les alliés du Golfe s'inquiètent de mettre fin à la guerre trop tôt, ce qui pourrait potentiellement laisser l'Iran dans une position plus forte. Eh bien, ils aimeraient probablement que nous restions. Mais si nous ne restons pas, écoutez, la chose formidable avec les avions qui volent à 3200 km/h, c'est qu'on peut y retourner très vite. Si nous ne restons pas, nous continuerons quand même à les protéger. Nous savons qu'ils ont été très bons, et le Qatar, l'Arabie saoudite en particulier. 2000 milles à l'heure, un avion qui vole à 2000. Je crois que c'est comme la navette spatiale. D'accord, c'est pas une planète. Oh mon Dieu. Il y avait un article dans le New York Times à propos du combat à distance. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce concept, Larry? Il semble que la situation du porte-avions USS Gerald Ford soit grave. Ils disent que le porte-avions ne peut pas retourner au combat. Et quand on veut lancer une invasion et que son porte-avions est loin, comme l'Abraham Lincoln qui est loin des côtes iraniennes, qui va soutenir cette opération? Eh bien, le concept traditionnel d'envahir un pays depuis la mer signifie que l'on utilise je ne me souviens plus si c'est appelé le LPD ou le LHD. Le corps des marines dispose de 2 types de navires différents. L'un d'eux possède au fond du navire des engins de débarquement amphibies qu'ils peuvent littéralement lancer en ouvrant les portes à l'avant de la proue. Ces engins de débarquement jaillissent et transportent les marines jusqu'à la côte. Le problème avec cela, c'est que le navire doit s'approcher du rivage, à 5 ou 10 milles, et tout à coup,
il devient une cible facile pour les missiles et les drones. Donc vous voyez, c'est là que la guerre a changé à cause des technologies impliquées. War has now changed because of the technologies involved. During World War II, we saw Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu apparaître la menace contre les porte-avions avec les pilotes kamikazes, lorsque les Japonais ont commencé à plonger sur eux. C'était en quelque sorte un drone humain à ce moment-là, et cela a causé beaucoup de dégâts et tué de nombreux marins. Mais nous avons survécu à cela, et le Japon a finalement capitulé. Nous sommes aujourd'hui dans un tout autre monde, où le porte-avions, même les destroyers, ne sont plus en sécurité. Ils ne sont plus capables de projeter la même puissance qu'autrefois. Alors, que faire maintenant? Car la question est de savoir comment amener les troupes à terre. Soit on les transporte par la mer, soit on les transporte par la terre, soit on les largue depuis le ciel. you're going to carry them over land or you're going to drop them from the sky. And again, dropping them from the sky assumes that you're able to fly. Et encore une fois, les larguer depuis le ciel suppose que l'on puisse survoler une zone qui n'a plus de défense aérienne, parce que ces avions doivent voler assez lentement, juste pour permettre aux gens de sauter. Vous savez, pour qu'ils puissent parachuter sans se faire déchiqueter. Voler à 800 km/h pose des problèmes pour les parachutistes. Nous fonctionnons donc selon un modèle militaire qui n'est plus adapté à la technologie actuelle. Et je pense que c'est l'une des leçons que l'on découvre en ce moment avec l'Iran. Sa force de missiles et sa force de drones tiennent essentiellement l'Occident à distance. Missile force and its drone force basically holding the West at bay. Thank you, Larry, for being with Merci, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Tu es au Canada et ta voix devient sèche. Je comprends tout à fait la sécheresse du climat que tu ressens en ce moment. No human Pas d'humidité, donc j'ai la voix rauque. voice. Ouais, All right. Très bien, on se voit lundi. Restez prudents. See you. on se voit lundi, oui, à ton siège en Floride. Yeah, Ouais, retour au siège de l'entreprise. Merci beaucoup. Au revoir. bye-bye. Bye.